Éclairant sur un dossier particulièrement pointu de Dominique Hennequin. Alors ce projet d'enfouissement est-il mal ficelé, mal fini, mais nécessaire pour absorber nos déchets nucléaires, mais surtout si géo, pourquoi si vite à l'heure où un éboulement sur le site a fait un mort et un blessé grave? C'est la question que je vais poser à mes invités. Michèle Rivasi, bonjour. Bonsoir. Vous êtes députée européenne Europe Écologie Les Verts et fondatrice de la CRIRAD, la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Merci d'être avec nous. En face de vous, Pierre Berès, directeur de recherche au laboratoire de mécanique des solides de l'École Polytechnique. Bonjour, merci d'être avec nous. Enfin, Sébastien Farin, bonsoir. Vous êtes directeur adjoint de la communication de l'ANDRA, en charge du dialogue et de l'ouverture à la société civile. L'ANDRA, donc, qui pilote le projet CIGEO, qu'on a pu voir dans le documentaire, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Merci beaucoup d'être avec nous. Première question, on voit bien que ce projet suscite quelque peu des interrogations, des incompréhensions, voire un rejet de la part de la société civile et des habitants sur place. On parle quand même de 80 000 mètres cubes de déchets à enfouir à 500 mètres sous terre. Cela paraît énorme. Pourquoi avoir choisi ce site en particulier? Pourquoi, après tout, ne pas disposer de ces déchets sur plusieurs sites plutôt qu'un seul? C'est une histoire assez longue, on ne va pas refaire ici, mais l'idée avait été d'abord de trouver un lieu unique de manière à rassembler ces déchets, parce que l'une des problématiques qui se pose, c'est effectivement la dangerosité dans le temps. Ils sont dangereux pendant très très longtemps. Donc il est sans doute plus simple de les conserver en un lieu et d'essayer de ensuite faire perdurer la mémoire de ce site. Première chose. Et deuxième chose, pourquoi ce lieu ici précisément? On revient dans les années 90, au début des années 90, à une époque où l'État, qui a repris en main ce dossier, avec une création d'un établissement public, l'ANDRA, pour gérer ces déchets radioactifs, qui a fait un appel à candidature au département français qui souhaitait, dans un premier temps, accueillir un laboratoire pour faire des études dans la perspective de créer ce centre de stockage à 500 mètres de profondeur. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui en train d'étudier un stockage en Meuse et en Haute-Marne. Pierre Berès, est-ce que vous diriez que concentrer les risques sur un même site, est-ce que c'est raisonnable? Je pense que c'est raisonnable. Il vaut mieux les concentrer sur un site dans lequel on met le maximum de moyens que de le mettre en plusieurs endroits en France, ne serait-ce que parce qu'il faut que la géologie soit favorable. Or, il se trouve que les évaluations qui ont été faites jusqu'ici disent que le site, pour tout ce qu'on connaît aujourd'hui, est favorable. Il est très stable depuis 130 millions d'années. Il est épais, l'eau ne circule pas. Ou en tout cas extrêmement lentement. Donc c'est un site qui apparaît plus favorable que d'autres, qui d'ailleurs ont été rejetés lors de la première investigation qui a suivi la loi de 1991. Michèle Rivasi, je vais vous poser une question un peu bête. En attendant cette mise en œuvre, et vous allez me dire si elle est trop rapide, un peu précipitée, etc. Est-ce qu'il faut pas plutôt rester sur une optique de garder le stockage au sol classique, comme on peut l'avoir, à l'air libre, entre guillemets, à Cadarache, à La Hague ou à Marcoule? Alors, d'abord, je voudrais répondre à votre première question. Pourquoi il n'y a qu'un site? Parce que partout ailleurs, l'ANDRA, les pouvoirs publics ont été rejetés par les habitants. Parce que normalement, dans la loi Bataille, on devait trouver 3 sites. Vous voyez, dans l'argile, mais dans le granit ou d'autres types de granit. Mais la population, dans ces autres lieux, ont tout fait pour pas que les experts viennent. Parce qu'ils avaient tellement peur que l'ANDRA achète les gens, parce que c'est souvent un peu ce qu'ils font, qu'ils ont dit niet. Et le seul qui est complètement isolé, qui est dans la Meuse, à Bure, comme il y a très peu d'habitants, voilà. Mais entre nous, il aurait mieux fallu comparer, vous voyez, de l'argile par rapport au granit. Et là, on aurait pu avoir une comparaison plus constructive. Alors maintenant, moi j'avais fait un rapport quand j'étais députée dans les années 2000. Et à l'époque, avec la loi Bataille, on avait tout misé sur le stockage souterrain. Alors vous voyez, enfouir des déchets à 500 ou 600 mètres de profondeur, ça pose quand même un problème de réversibilité, on y reviendra certainement. Oui, bien sûr. Et moi j'avais dit, mettons aussi de l'argent sur le stockage en subsurface ou en surface. Subsurface, c'est un peu ce qui s'est passé à Yucca Mountains aux États-Unis, c'est-à-dire c'est une montagne où on peut rentrer, vous voyez, d'un côté et sortir de l'autre, ce qui fait que c'est par rapport, s'il y a des attentats, oui, c'est plus facile d'aller les chercher. Voilà, c'est plus facile d'aller les chercher, ou en surface, en disant que si jamais il y avait des fûts, par exemple, qui se fissuraient, c'est arrivé à Cadarache, c'est arrivé à d'autres endroits, eh bien, on peut réintervenir.
Et on avait mis, à l'époque, donc on avait fait réorienter de l'argent, on avait mis tout en souterrain, comme si la solution miracle, c'était le souterrain. Et moi, je trouve que ça pose tellement de problèmes, ce souterrain, enfin on y reviendra, d'un point de vue historique, d'un point de vue géologique, et surtout d'un point de vue de risque d'accident, parce que chaque fois, et regardez le retour qu'on a aux États-Unis, que ça soit Yucca Mountain, ça a été abandonné parce qu'on a vu des infiltrations d'eau alors qu'elles n'existaient pas, et à WIP, qui était un stockage dans le sel de déchets militaires, et notamment moyennement radioactifs, eh ben, il y a eu des accidents et le stockage est C'est stoppé. justement ce qu'on voit. Pierre Berest, je voudrais votre réaction là-dessus. C'est ce qu'on voit dans le documentaire de Dominique Hennequin. On parle de la centrale de Haas en Allemagne, qui est une mine de sel dans laquelle on a stocké. Et il s'avère qu'on pensait que c'était sans risque. Et il y a eu donc des inondations et donc il y a eu une pollution des nappes phréatiques et finalement, on a fait retour arrière. Quand on voit un petit peu ces risques-là, est-ce qu'on va pas trop vite dans cette idée, sachant qu'il y a la question de la réversibilité et donc la capacité d'aller chercher ces déchets qui se posent? Est-ce qu'on va pas trop vite? Est-ce qu'il faudrait pas, en attendant, rester en surface, en attendant peut-être de trouver une meilleure solution? Oui, d'abord, je voudrais dire, sur le plan de l'organisation, si vous voulez, comment dire, c'est pas très allemand, la façon dont les choses ont été organisées. Il se trouve que la gestion de la mine de Hasseux, enfin donc du stockage de déchets radioactifs, était assurée par le Land de Basse-Saxonie et le ministère de la Recherche. Ça ne me paraît pas une organisation favorable. Je pense qu'il faut un établissement public et il faut qu'il y ait une surveillance et un contrôle qui soit fait par une autorité de sûreté nucléaire indépendante et qui peut donner son avis sur le fond. Pour revenir clairement à ma question, quand on voit ce qui s'est passé sur la mine de Hasseux, quand on voit effectivement Yucca Mountain, etc., est-ce qu'on ne va pas trop vite dans cette idée d'enfouir et donc du coup de ne pas pouvoir être en capacité de récupérer au vu des risques que cela suppose sur le site de Cigéo? Alors est-ce qu'on ne va pas trop vite? Vous voyez, la loi, la première loi est de 91, donc elle date il y a 25 ans. Il y a eu une deuxième loi en 2006, il y a 10 ans. Il y aura une nouvelle loi probablement en 2016. Ouais, premier semestre 2016. Une Et on de loi. commencera à creuser l'ouvrage, je pense, en 2021. Tout ceci étant pour enfouissement en 2025. Voilà, vers 2025. Tout ceci étant ponctué d'autorisations qui sont données par l'autorité de sûreté nucléaire et aussi ponctué, je l'espère, mais je crois que c'est prévu, par le fait que le Parlement regarde comment les choses se passent. Ouais, juste un petit détail par rapport à ce que vous dites. Quand même, dans le cas de la loi Macron, on a voulu faire passer l'acceptabilité quand même d'un site de stockage dans une loi Macron qui n'avait aucun rapport. Alors, ça a été censuré par le Conseil constitutionnel qui a dit non. Voilà, parce que c'était un cavalier législatif. Vous voyez, vous dites, moi je ne leur fais pas du tout confiance. Quand on voit comment on veut essayer de faire passer ça en douce, et qu'on n'a qu'un seul site expérimental à l'heure actuelle à Bure, je me dis, écoutez, on va essayer de manipuler la population française pour qu'il accepte. Alors, et manipuler les parlementaires. Sur le débat politique, on n'a pas d'alternative. Moi, je voudrais entendre Sébastien Farin sur cette question. Est-ce qu'on ne va pas trop vite? Est-ce qu'il y a d'autres solutions hormis l'enfouissement profond? Je crois que ce qu'il faut surtout faire, peut-être, c'est se rappeler pourquoi on est en train de travailler à ce projet-là. On est face à une problématique qui est la suivante. Le choix de la France, qu'on peut discuter, mais le choix de la France a été de produire de l'électricité d'origine nucléaire et cette électricité va produire des déchets qui sont radioactifs. 58 réacteurs, étant je rappelle. dangereux pour des périodes de temps qui sont très longues. Aujourd'hui, ces déchets radioactifs, pour la plupart, peuvent exister déjà. Il y a déjà des sites de stockage pour certains types de déchets radioactifs que l'Ondra gère, mais il y a une problématique particulière avec les déchets qu'on appelle les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue, qui sont globalement les déchets les plus dangereux. Ces déchets qui sont aujourd'hui entreposés dans des installations sûres, ces déchets ne posent pas de problème aujourd'hui, nous savons qu'ils vont rester dangereux très très longtemps. Les installations dans lesquelles ils sont aujourd'hui placés sont des installations qui ne permettront pas de garantir la sûreté sur de très longues échelles de temps. Donc je rappelle, c'est Cadarache, La Hague et Marcoule. C'est principalement effectivement ces sites auxquels vous faites référence, surtout La Hague effectivement. Et Marcoule. On sait que nous sommes face à un problème. Il faut trouver une solution de gestion à long terme de ces déchets radioactifs. En gros, c'est qu'est-ce qu'on fait des déchets qui existent déjà? Qui existent déjà. Et pour ça, il faut qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on transmet aux générations futures. Soit on leur transmet des installations comme celles qui sont aujourd'hui, dont on sait pertinemment que demain, elles ne conviendront plus ou elles ne conviendront pas sur la grande durée. Le principe du stockage sur lequel nous travaillons dans un cadre extrêmement contraint,
à la fois sous l'œil du Parlement, on y faisait référence, qui a voté 2 lois, sous l'œil de l'autorité de sûreté nucléaire française, qui est réputée pour être une autorité assez stricte, et sous l'œil d'évaluateurs, dont Pierre Berest fait partie. Notre travail, il cherche à identifier une solution, ce que nous avons fait dans les 15 ans de première 15 années de recherche que nous avons conduite, identifier une solution qui permette de faire en sorte que les générations futures n'aient pas une responsabilité sur les déchets, ou une responsabilité en tous les cas très limitée. Et c'est pour ça qu'on a été vers un stockage en profondeur, parce que dans le concept qui est aujourd'hui développé, sur lequel nous travaillons à apporter une démonstration de sûreté, lorsque le stockage est construit et fermé, alors il n'y a plus de nécessité d'action humaine pour maintenir la sûreté de l'installation. Alors, à ce propos, là-dessus, je vois que vous n'êtes pas d'accord, Michel Rivasi. Moi, ça me fait peur quand Oui, oui, alors je vais justement... vous dire pourquoi ça me fait peur. Mais Michel Rivasi, si vous permettez, j'aimerais bien, à ce propos, qu'on écoute Corinne Lepage, qu'on avait découvert dans le documentaire de Dominique Hennequin. La France est incapable, dans ce domaine-là, de se sortir de ce système dans lequel on trouve tout à fait naturel que le contrôleur soit le contrôlé. Ça fait 40 ans que ça dure, et ça continue allègrement. Si on voulait réellement une expertise, c'est-à-dire pour être sûr que c'est bien, ou au contraire, penser que c'est mal, il fallait demander à des gens qui n'y avaient aucun intérêt d'aller dire ce qu'ils en pensaient. Qu'on mélange des pros et des anti-nucléaires me paraît assez logique. Les gens peuvent avoir des opinions différentes, mais au moins sans aucun rapport avec l'ANDRA. Or, c'est précisément l'ANDRA qui sera chargé de gérer ce site, à qui on demande de faire les études. Bon. Alors, Michel Rivasi, je vais vous donner la parole, sachant que la question, je vais vous la poser aussi, Sébastien Farin, le contrôleur qui s'autocontrôle, on avait eu le même problème sur les centrales nucléaires après Fukushima en France, puisque c'est à EDF de montrer qu'il est dans les clous de ce que lui demande l'autorité de sûreté nucléaire. Bref, tout ça pour dire, est-ce qu'aujourd'hui, on peut être convaincu que l'ANDRA fait le nécessaire pour assurer la sécurité des concitoyens qui sont autour du site de Bure, qui va donc contenir ces déchets? Oui. Alors moi, je voulais juste un petit peu en arrière sur ce que vous avez dit. Vous dites, effectivement, il y a plein de déchets radioactifs. Alors, des hautement, des moyennement, des faiblement radioactifs, et qu'il faut en faire quelque chose. On est d'accord. Mais quand vous dites, il ne fallait pas faire porter aux générations qui vont venir, futures, la responsabilité des déchets. Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Regardez le centre de stockage de la Manche, où on a stocké des déchets, dont des déchets illégaux d'ailleurs, parce qu'il y avait des déchets militaires qui n'auraient jamais dû être là. Eh bien, quelques années après, les nappes phréatiques sont contaminées en tritium. Eh bien, là, vous voyez que les générations futures, si jamais il y a une contamination radioactive des nappes phréatiques, on le fera porter aux générations futures. Et c'est là où on est en désaccord sur le principe. Parce que pour moi, quand je dis il faut les stocker en surface et en subsurface, c'est-à-dire qu'on pourra les contrôler en permanence. Alors que vous dites, ça sera réversible sur 100 ans et après, on ferme tout. Sauf que c'est des déchets de plus de 100 000 ans. Oui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'homme de Néandertal, c'est il y a 50 000 ans. Donc après, il y a tout le problème de comment on va transmettre la mémoire. Ça, on y reviendra effectivement. Mais j'aimerais bien justement que... Corinne Lepage, juste pour terminer sur Corinne, elle a tout à fait raison. L'ANDRA, moi, ce que j'aurais aimé, c'est que c'est des gens que je connais bien, dont vous êtes sérieux, il n'y a pas de souci. Mais là, vous avez un problème, c'est que vous êtes jugé parti. Il aurait fallu que vous gériez les déchets radioactifs, mais en aucun cas que vous soyez responsable d'un site de stockage souterrain. Parce que là, vous voyez que vous avez la double casquette. C'est pas vous qui allez dire, ah mais d'un point de vue géologique, ça va pas. Pierre Berest, vous faites partie, je vais vous donner la parole tout de suite, Sébastien Farah, pour répondre à Michel Rivasi. Vous faites partie des contrôleurs, entre guillemets, de l'ANDRA. Enfin, est-ce que on n'a pas été trop loin dans la prise de responsabilité de l'ANDRA sur la gestion du site CIGEO? Écoutez, je faisais partie des contrôleurs. Écoutez, je vais vous prendre un exemple. Madame Rivasi dit qu'on a finalement choisi le site de Bure, enfin le site en Meuse-Haute-Marne, parce que les gens ailleurs n'en voulaient pas. Alors, j'aimerais que vous répondiez. Est-ce que du coup, administrativement, il faut que ce soit l'ANDRA qui gère CIGEO, Monsieur Berest? Ah bah oui, l'ANDRA est fait pour ça. Le problème, si vous voulez, c'est de construire un système d'évaluation, de contrôle et de surveillance suffisant, et qui comporte notamment l'autorité de sûreté nucléaire, et l'Institut de recherche et de sûreté nucléaire, qui est un peu son bras armé, donc la Commission nationale d'évaluation dont je parlais, et puis à la fin le Parlement. Mais je voudrais quand même retenir sur une chose, si vous voulez, c'est que
Il faut se rappeler que le site Granit, qui avait été envisagé en 91, il a été refusé parce que l'autorité de sûreté nucléaire, et d'ailleurs la Commission nationale d'évaluation à laquelle j'appartenais à l'époque, a dit non. Et a dit non pour des questions de sûreté. Alors justement, Sébastien Farin, là-dessus, est-ce que vous estimez en fait que l'ANDRA est dans son rôle? L'ANDRA est dans le rôle que lui a fixé l'État, c'est-à-dire de travailler à démontrer la faisabilité et la sûreté, puisque c'est l'unique mot qu'on pourrait retenir sur la mission de l'ANDRA, c'est de faire de la sûreté, de démontrer à des évaluateurs, on en a parlé, on ne va pas les lister, mais ils sont assez nombreux, qu'il est possible de faire un centre comme CIGEO. Et donc, il n'y a pas d'ambiguïté sur le rôle de l'ANDRA. Ce n'est pas l'ANDRA qui auto-décide, qui auto-évalue et qui s'auto-autorise à faire des choses. L'ANDRA suit une procédure assez stricte qui est encadrée par le Parlement. Elle doit conduire des études qui sont très régulièrement évaluées, contrôlées, qui font l'objet d'avis publics. L'autorité de sûreté nucléaire émet des avis très réguliers. La Commission nationale d'évaluation rend un rapport tous les ans qui est d'abord présenté à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Et ensuite, l'ANDRA aura la mission, effectivement, comme elle l'a déjà par ailleurs pour d'autres installations, de mettre en œuvre la solution qui aura été validée, sur laquelle on aura pu apporter la démonstration de toute la sûreté. On voit clairement en fait qu'au-delà, et on en parlait avec Dominique Hennequin dans la première partie de cette émission, il y a aussi une question de coût autour de ces installations, qu'il y a la question du risque qui aujourd'hui oppose en fait une partie de la population à des scientifiques qui disent que tout est totalement sûr, mais on voit bien qu'il y a potentiellement des risques géologiques. Qui sait ce qu'il adviendra peut-être dans 100 000 ans, et est-ce que les terrains n'auront pas bougé, des risques sismiques, mais bon, là, ce sera une fois de plus une bataille d'experts. Si je peux me permettre, ces questions, on peut se les poser avec les déchets en surface, comme le proposait tout à l'heure Mme Rivasi. On est dans la même logique. Oui, mais on peut intervenir de suite. Alors et que là, vous, à 500 mètres, on ne pourra plus intervenir. C'est la question de la réversibilité, justement, dont vous parliez tout à l'heure et qui devra être prévue par la loi pour les 100 prochaines années. Moi, mon souci, c'est que, eu égard au prix que ça va nous coûter sur les 150 prochaines années, on nous vend une électricité pas chère en France. Est-ce que, finalement, il ne serait pas temps, vu les problématiques de retraitement des déchets ou d'enfouissement des déchets, du coût du nucléaire, etc., est-ce qu'il ne serait pas temps d'imaginer, en fait, une autre manière de produire notre électricité pour éviter ces écueils qui vont nous conduire à gérer cela pendant les 100 000 prochaines années? Pierre Berest. Ah oui, alors c'est un problème, madame, qui dépasse très largement ma compétence. Je veux dire que ce sont des problèmes qui sont discutés. Ben, vous savez, vous avez suivi la loi sur la transition énergétique, dans lequel il y a... je comprends que l'idée du gouvernement est d'aller vers un pourcentage d'électricité d'origine électronucléaire moindre. Bon, voilà la ligne que la France suit à l'heure actuelle. Pour le reste, si vous voulez, là, je suis un mécanicien des roches, et donc je ne vais pas vous essayer de vous donner un avis pertinent en matière d'économie de l'énergie. Alors, peut-être là-dessus, Sébastien Farin, quand vous voyez à quel point cette question pose souci, on le voit, les opposants demandent des référendums, etc., est-ce que ça ne veut pas dire aussi à un moment qu'on est arrivé au bout d'un cycle et qu'il faut inventer quelque chose? Alors, il ne m'appartient pas à juger de la pertinence ou pas de poursuivre le nucléaire. Tout ce que je peux simplement dire, c'est que qu'on arrête le nucléaire aujourd'hui ou qu'on continue, de toute façon, ce problème des déchets, il existe. Bien sûr, si on arrête le nucléaire, on aura sans doute moins de déchets à gérer, mais ça ne change pas la problématique, puisqu'on a déjà aujourd'hui, pour parler des déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue, de l'ordre de 45 000 mètres cubes de ces déchets radioactifs, soit plus de la moitié. Vous avez mentionné tout à l'heure 80 000 mètres cubes, qui est le total prévu. On a déjà plus de la moitié de ces déchets, et arrêter ou pas le nucléaire, aujourd'hui, ne change pas la problématique de gérer à long terme pour assurer la sûreté des générations futures par rapport à ces déchets. Ouais, donc finalement, Michel Rivasi, on n'a pas vraiment de solution. Quand bien même la transition énergétique se fait demain, il faut bien trouver une solution. Là-dessus, c'est vrai qu'on a des déchets à gérer. Mais vous parliez du coût. Attendez, là, on est à des coûts mais pharaoniques. Au début, on nous parlait de 5 milliards. Après, on nous a parlé de 12 milliards. Maintenant, on est à 35 milliards d'euros pour faire ce site de stockage. Avec des imprécisions, parce qu'on ne sait pas si on va continuer on parlait le éventuellement de 41. ou pas le retraitement. Il va y avoir les hautements, donc on va avoir des hectares souterrains pour stocker ces déchets. Donc ça, et il faut quand même que ça soit le CEA, EDF ou Areva, vous avez vu l'état des finances d'Areva et même d'EDF. On n'a pas les moyens de gérer ça. Il faut qu'ils abondent, et donc ça va être les contribuables français qui vont payer. Et la deuxième chose, c'est l'aspect démocratique. Quand les gens de Bure ont demandé un référendum, ça a été niette. C'est-à-dire, voyez pourquoi on est très sceptique sur le nucléaire. C'est que ça n'a jamais été démocratique.
que ça soit sur la construction des centrales nucléaires, que ça soit sur le PR, qui a vraiment énormément de problèmes. On est passé de 3 milliards à 10 milliards. Ça devait ouvrir il y a 7 ans, c'est toujours pas ouvert. C'est toujours. Et maintenant, c'est les stockages de rapidement, déchets. Michel Et vous êtes Rivasi. en train de nous dire, ah mais on les gère parce qu'on les met en souterrain. On les met sous le tapis pour dire qu'on gère les déchets. Mais non, on ne sait pas gérer les déchets radioactifs. Alors, rapidement, Donc c'est Thomas vraiment un Villafera. problème de choix de société. Deux là. éléments de secondes. réponse. La première chose sur la démocratie, je connais peu de projets qui en France ont fait l'objet d'un moratoire, de lois déjà, de débats publics et prochainement d'une Mais c'est nouvelle des loi. débats gadgets. Il y a puisque donc de tout toute un façon, processus démocratique. même si les qui est gens mis ne en sont place. pas d'accord, on continue. Donc, moi, ce que j'entends, c'est que potentiellement un référendum sera organisé, peut-être. On Sébastien est dans Farah. une logique de Ouais. projet d'intérêt national et effectivement, c'est un projet qui dépasse Ouais. l'enjeu territorial. C'est un projet qui concerne la nation dans son intégralité. Et, Donc peut-être qu'un effectivement, débat public national serait nécessaire. il y a déjà sur cette eu question. 2 débats publics sur Ouais. ce Mais sujet-là. c'était un en des gadgets, 2005. j'y ai participé, j'étais en tant On- qu'expert, ça ne sert à rien. Michel Il Rivasi. faut un pas référendum réformer le débat national public ici sur aujourd'hui. l'intérêt général. On va pas vous mettre d'accord malheureusement sur cette question, mais moi je voulais vous remercier d'avoir participé à ce débat et essayer de nous éclairer sur cette question. Place maintenant à votre second documentaire. Ils ont traqué les nazis sur la planète durant des dizaines d'années. Une lutte de tous les instants. Portrait de Serge et Beate Klarsfeld. À tout à l'heure.